Bonjour à tous, je vous propose cette 21e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé « Analyse mathématique pour les équations aux dérivées partielles ». Je vous rappelle que lors de la séance précédente, nous avions introduit la notion de dérivée faible des fonctions, des classes de fonctions, j'oserais dire, qui appartiennent à L2 de oméga, donc les fonctions de carré intégrable au sens de la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire avec cette notion de classes de fonctions qui sont égales entre elles presque partout, c'est-à-dire égales sauf sur un ensemble de mesures nulles. Eh bien, à partir de cette définition de la dérivée faible, et nous avions vu des exemples et des contre-exemples, ainsi que les premières propriétés de ces fonctions admettant dans L2 des dérivées faibles, nous avions ainsi défini l'espace H1 de oméga, et nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt consolider les premières propriétés que nous avions déjà évoquées ensemble la semaine dernière. C'est pour tout de suite. Quatrième partie, l'espace H1 de oméga. L'espace H1 d'oméga, je vous rappelle de quoi il s'agit. Alors, on va considérer soit toujours, sauf mention du contraire, comme j'aurai la nécessité de vous en parler tout à l'heure, un ouvert oméga dans R2, on pourrait en prendre dans Rn, mais ça ne rajouterait strictement rien. Alors, on définit, c'est juste un rappel, on définit H1 de oméga par, l'ensemble des fonctions petit v qui sont dans L2 de oméga, telles que, quel que soit i égale 1 à 2, dv sur dxi appartient également à L2 de oméga. Et je vous rappelle que dv sur dxi, c'est une notation qui généralise la notion de dérivation au sens usuel, au sens classique du terme, qui est en fait une notation qui veut dire que la fonction v dans L2 admet une dérivée faible, c'est-à-dire, je rappelle tout ça parce qu'il est bon que vous ayez tout en tête par rapport aux propriétés que nous allons mettre en œuvre dans un instant, que l'intégrale sur oméga de v dφ sur dxi, c'est ni plus ni moins somme sur oméga de dv sur dxi fois phi, quel que soit phi appartenant à d de oméga, l'ensemble des fonctions c infini à support compact. Et donc je vous rappelle encore une fois qu'ici, on avait noté dans un premier temps oméga i, c'est-à-dire la fonction dans L2, comme vous le voyez ici, la fonction dans L2, rebaptisée dv sur dxi, qui est appelée la dérivée faible de la fonction petit v. Alors, proposition. Si l'on note ce crochet défini par uv, c'est l'intégrale sur oméga de u fois v, plus gradient u, gradient v. Marquons, si vous voulez, dx1, dx2, mettons de temps en temps l'élément différentiel. Ainsi, alors ça c'est quel que soit u et v appartenant à H1 de oméga. Donc si l'on note ce crochet, la quantité définie par et la quantité qu'on va évidemment baptiser la norme dans H1 de oméga par, on va noter norme de V, indice H1 de oméga, la quantité définie par racine carrée de norme de V, L2 de oméga au carré, plus norme de dV sur dx1 au carré L2 de oméga, plus dV sur dx2 L2 de oméga au carré. La somme de ces trois normes au carré en norme L2 de V, dV sur dx1, première dérivée partielle faible, de V au carré la norme, puis la même chose pour dV sur dx2, alors
H1 de oméga est un espace de Hilbert, pour la norme H1, pour la norme qui a été définie justement ici. Donc, que dit cette proposition? On définit ce crochet de cette manière-là. C'est l'intégrale de UV plus le produit gradient U, gradient V, intégré sur tout oméga, et ça, quel que soit V et U appartenant à H1 d'oméga. Et puis, on va noter cette quantité qui va être, on va en parler tout de suite, la norme dans H1. Eh bien, pour cette norme, eh bien, l'espace H1 est un espace de Hilbert. Preuve. Preuve. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont particulièrement évidents compte tenu de nos investigations lors des chapitres des espaces de Banach et puis de Hilbert. Et on va compléter aujourd'hui ce qui est vraiment la singularité, la spécificité, j'ai envie de dire, de cet espace H1 qui lui confère, via cette norme, la structure d'espace hilbertien. Alors, première chose, j'ai envie de dire, petit a, il est clair que la quantité que l'on note avec ce crochet est un produit scalaire, sur H1 de oméga croix H1 de oméga. Rappelez-vous, un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire, donc il y a deux arguments, chacun dans H1, bilinéaire, symétrique, défini, positif. On peut le réécrire somme sur oméga de UV, évidemment. Et qu'est-ce que c'est que gradient U, gradient V lorsque les gradients sont des vecteurs de R2, c'est-à-dire du sur dx1, du sur dx2, dv sur dx1, dv sur dx2. Eh bien, faites le produit scalaire des deux vecteurs que je viens d'évoquer. Vous allez avoir du sur dx1, dv sur dx1, plus du sur dx2, fois dv sur dx2. Voilà en fait ce qu'est ce produit scalaire, ce produit scalaire, j'ai envie de dire potentiel. Alors sous cette forme-là ou sous celle-là, hein, ça dépend un peu de vos habitudes. Bon, écoutez, c'est d'abord c'est symétrique trivialement, c'est complètement symétrique en U et V, donc si c'est linéaire par rapport à U, c'est linéaire par rapport à V. Bon, ben, la linéarité par rapport à U est triviale, évidemment, elle procède d'une part de la linéarité de l'opérateur de dérivée partielle et puis de l'intégration, donc la linéarité, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est symétrique, donc c'est linéaire aussi par rapport à V. Est-ce que c'est positif? Ben, mettez U, si vous voulez, hein, si vous mettez U égale V, donc on a V scalaire V, eh bien c'est somme sur oméga de U2, de V2, plus dV sur dx1 au carré, plus dV sur dx2 au carré, et tout ça, eh bien c'est fois dx1, dx2. Au passage, c'est exactement ce qui est écrit ici. Vous voyez que l'intégrale de VL2, eh bien, c'est ce morceau-là. L'intégrale de dV sur dx1 au carré, eh bien, c'est ça. Et la même chose pour dV sur dx2. Donc ça, c'est ni plus ni moins que norme de V H1 de oméga au carré. Donc on a bien une norme qui est issue de ce produit scalaire. La relation entre la norme et le produit scalaire est patente. Et donc, évidemment, ça va être une norme, comme le produit scalaire est positif, eh bien, ça va être une norme pour les raisons qui vont être l'héritage des propriétés du produit scalaire. Donc, on avait déjà une forme bilinéaire symétrique positive. Et est-ce qu'elle est définie? Ben, si vous écrivez V scalaire V égale 0, est-ce que V égale 0? Mais si cette quantité-là est nulle, si vous la posez égale à 0, en particulier, vous avez donc l'intégrale, vous avez donc V2 plus D2V sur dx1 carré plus D2V sur dx2 carré qui est égal à 0, l'intégrale d'une fonction positive ou nulle est nulle si et seulement si l'intégrande est nulle, et puis là, comme on est avec la mesure de Lebesgue, l'intégrande est nulle presque partout. Et donc, en particulier, vous allez avoir donc la somme de ces trois carrés qui est nulle presque partout. Ça veut bien dire que chacun des trois carrés est nul presque partout. Donc V carré est nul presque partout. Donc V est nul presque partout. On y arrive.
Donc tout ça pour dire que c'est assez évident de me dire que, d'établir, je vous laisse le soin de l'écrire, que c'est un produit scalaire défini sans aucun problème sur H1 croix H1. Et du coup, la norme, eh ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il va y avoir ici l'héritage de la norme de L2, puisque L2 est une norme. Donc vous allez montrer très simplement que vous aurez eu l'inégalité triangulaire qui sera satisfaite pour la norme H1, parce que vous avez l'inégalité triangulaire que vous allez appliquer à chacun des morceaux qui sont là, pour la norme L2, dont on sait que c'est une norme pour l'espace L2. Voilà. Donc, quant aux autres propriétés de la norme, de l'axiomatique, elles sont trivialement vérifiées également. Donc, la vraie difficulté ou problématique qui reste en suspens pour la notion d'espace de Hilbert, et c'est ce qui manquait, rappelez-vous, pour l'espace C1 de oméga bar, l'ensemble des fonctions continuellement dérivables sur oméga bar, c'est la structure hilbertienne, c'est-à-dire la structure de complétude de cet espace qui ne l'était pas et qui, pour l'espace H1, justement, est vérifié. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, petit b, la vraie problématique, H1 de oméga est complet, c'est un Banach, si vous voulez, pour la norme qu'on a définie, la norme H1 de oméga. Alors, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, ça veut dire qu'il faut considérer soit Vn une suite appartenant à H1 de oméga de Cauchy pour la norme en question. Écrivons ce que cela veut dire. Écrivons ce que cela veut dire. En général, la plupart des auteurs vont assez vite parce que les choses sont simples, mais je ne voudrais pas que certains parmi vous soient gênés par cette simplicité, peut-être qu'apparente, et donc enfonçons les clous jusqu'au bout. Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un grand N positif, tel que pour P et Q supérieur ou égal à ce grand N, eh bien, la norme de Vp moins Vq, indice H1 de oméga, est rendue arbitrairement petite. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? D'abord, cela veut dire, puisque la norme, je vous l'ai écrite et je l'ai effacée, d'ailleurs, on a ici, en fait, elle est écrite en bas, on va travailler avec le carré de la norme plutôt que de traîner cette racine carrée en permanence. Donc, si je travaille avec le carré de la norme, ça veut dire que vous avez la définition de la suite de Cauchy qui s'écrit comme ça pour le carré de la norme. Et donc, vous avez, eh bien, écrivons ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez la norme de Vp moins Vq, indice L2 de oméga au carré, plus la norme de dVp sur dx1 moins dVq sur dx1, la norme L2 de oméga au carré, plus la même chose avec la dérivée partielle par rapport à x2, dvp sur dx2 moins dvq sur dx2 au carré, L2 de oméga, et bien ça, c'est inférieur ou égal à epsilon 2. Mais cette somme de trois termes positifs est, par construction, supérieure à l'un des termes, c'est-à-dire à l'un de ces trois termes. Donc vous avez, on en déduit de cette définition que l'on a que d'une part, Vp moins Vq en norme L2 au carré est inférieur ou égal à epsilon 2, puisque cette quantité-là minore est plus petite que c'est la somme de ces trois carrés. Et vous avez évidemment que dvp sur dxi moins dvq sur dxi en norme L2 de oméga au carré est inférieur ou égal à epsilon 2 pour i égale 1 ou 2. Même cause, mêmes effets. Cette norme-là est plus petite que celle-ci à laquelle je rajouterai ce terme-là et ce terme-là. Donc cette quantité-là est inférieure à la norme H1 au carré en quelque sorte. Et ce que j'ai dit pour cette norme par rapport à la dérivée partielle par rapport à x1, je le dis par rapport à la dérivée partielle par rapport à x2, c'est pour ça que je l'ai écrit de manière générique, comme vous le voyez ici. Autrement dit, on obtient deux informations, en fait qui en sont trois, mais je vais écrire une information de manière générique. Premièrement, eh bien, la suite Vn, n appartenant à grand N, ça c'est cette histoire-là. Il existe un grand N tel que Vp moins Vq soit inférieur à epsilon en norme L2. Donc ça veut dire que Vn est de Cauchy
pour la norme L2. Et j'ai la même chose pour dVn sur dxi, la suite des dérivées faibles, on est bien d'accord, de cette suite Vn, qui est dans H1, on l'a bien pris dans H1, donc Vn admet des dérivées faibles, des dérivées partielles faibles par rapport à x1, par rapport à x2, d'une manière générique par rapport à xi, eh bien, c'est aussi une suite de Cauchy pour cette norme L2. Et ça, hein, évidemment, pour i égale 1, 2, vous aviez compris, inutile de repréciser, c'est fait. Donc, maintenant que j'ai des suites de Cauchy dans L2, or L2 de oméga est complet. Toujours, il faut bien se spécifier, pour la norme L2. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, pour la suite Vn, il existe un V appartenant à L2 de oméga, tel que, eh bien, on écrit ça comme ça, si vous voulez, Vn tend vers V, certains l'écrivent pour la norme L2 d'oméga. Cette notation-là, que vous n'ayez pas de doute, ça veut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de la norme de Vn moins V en norme L2 de oméga égale 0. Hein, c'est ce que veut dire cette notation-là. Évidemment, on pourrait rajouter en l'infini, évidemment, vous voulez que ça se passe. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour la même chose, pour dVn sur dxi, il existe, alors ça dépend de i, on va l'appeler wi par hasard, appartenant à L2 de oméga, tel que, eh bien, dVn sur dxi tendent vers wi en norme L2 de oméga. Enfonçons les clous jusqu'au bout. Ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la norme de dVn sur dxi moins wi en norme L2 de oméga, c'est 0. Et la question que l'on se pose, hein, on a donc trouvé une limite à la suite Vn, qui est une suite, je suis en train de l'effacer, de Cauchy de H1 de oméga, mais cette limite, elle est au sens de la norme L2. Donc il faudrait montrer que cette limite, elle est la limite de la suite Vn au sens de la norme H1. Donc la question qui se pose, question, Vn tend vers V, est-ce que V appartient à H1 de oméga et a-t-on et avec limite de Vn moins V en norme H1 de oméga égale 0. C'est ça qui nous reste à démontrer. Voilà. Donc je répète ce que l'on a. On a trouvé des candidats, comment dirais-je, un candidat pour la suite Vn, mais on a aussi des candidats pour la suite dVn sur dxi, mais ce sont des candidats dans L2. Ça, c'est une première chose. Et comme la suite Vn est une suite de Cauchy dans H1, il faut qu'elle converge dans H1. Mais qu'elle converge dans H1, donc ça veut dire qu'il y a le V qu'on a trouvé peut-être candidat de la limite dans L2, c'est peut-être le même dans H1. Et en plus, il faut montrer que la limite en question se produit pour la norme H1. Alors, on n'a pas encore utilisé du tout les propriétés de la suite Vn. Or, Vn, rappelez-vous, appartient à H1. Évidemment, on est parti de là. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Vn appartient à L2 de oméga. Ça veut dire que dVn sur dxi appartient à L2 de oméga dérivée faible pour i égale 1 à 2. Donc ça veut dire avec, soyons clairs, avec, eh bien l'intégrale sur oméga de Vn dφ sur dxi, c'est moins l'intégrale sur oméga, alors de dVn sur dxi, phi, quel que soit phi appartenant à d de oméga. Alors vous voyez qu'on a envie, et ça c'est vrai, quel que soit phi appartenant à d d'oméga, quel que soit n appartenant à grand N.
Donc on a une suite d'égalités indexées par petit n, et comme Vn ainsi que d de Vn sur dxi convergent en norme L2, on a envie de faire tendre n vers plus l'infini dans cette égalité. Alors, vers quoi tend l'intégrale du membre de gauche quand n tend vers l'infini? Quand n tend vers plus l'infini, on a limite de l'intégrale de Vn, etc. Donc, on a envie de permuter intégrale et limite. Bon, ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous, théorème de la convergence dominée, que ça soit pour le membre de gauche comme pour le membre de droite. Cependant, on n'a pas besoin de passer par le terme de la convergence dominée parce qu'on a des renseignements très très forts et sur Vn et sur d de Vn sur dxi qui convergent chacun l'un vers V, l'autre vers WI, rappelez-vous, en norme L2. Alors, si je regarde, par exemple, petit i, je vais regarder l'intégrale de oméga. Finalement, je veux montrer que l'intégrale sur oméga de Vn, d de phi sur dxi, ça aussi, en général, c'est fait très rapidement dans les ouvrages. C'est simple, mais je vais quand même spécifier les choses. On a envie de la comparer, quand n est grand, à l'intégrale de V, le candidat limite au sens de la norme L2 pour l'instant, de Vn, de la suite Vn. On a envie de regarder, quand n est grand, comment cette différence en valeur absolue se comporte-t-elle. Et on aura envie de montrer que cette différence tend vers 0. Oui, mais ça, c'est ni plus ni moins que l'intégrale sur oméga de Vn moins V. Ça, c'est dans L2. Vn est dans L2 puisqu'il est dans H1, V est dans L2 pour l'instant, et on a d phi sur dxi. Voilà. Alors vous voyez ce qui se passe, on peut majorer cette quantité-là en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça c'est dans L2, d phi sur dxi c'est tout ce qu'on veut, puisque phi est C infini à super compact, donc évidemment dans L2, dans ce que vous voulez. Et donc on peut, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, majorer très simplement de cette manière-là, je vais marquer Cauchy-Schwarz, là, comme d'habitude, norme de d phi sur dxi, en norme L2 de oméga. Et donc, bon, ça ne bouge pas par rapport à n, et ça, par construction, par complétude de L2, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on obtient que limite, c'est-à-dire la limite de cette différence en valeur absolue, tend vers 0, par le lemme du sandwich, le théorème des gendarmes. Certains m'ont dit, quelqu'un m'a dit à la Sorbonne, un étudiant m'a dit, c'est ce qu'on appelle le théorème de sélection. Toujours est-il, par l'un des théorèmes, limite quand n tend vers plus l'infini, très clairement de l'intégrale sur oméga de Vn d phi sur dxi, c'est l'intégrale sur oméga de V d phi sur dxi. Et donc ça, c'est pour le membre de gauche. Alors, vous voyez, même cause, mêmes effets. De même, on va obtenir que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette intégrale sur oméga, pour les mêmes raisons, dvn sur dxi, qui est aussi une fonction dans L2, rappelez-vous, sa dérivée faible, donc elle est dans L2, fois phi qui se porte bien, eh bien, quand n tend vers l'infini, par le même jeu d'inégalité, ça va tendre vers quoi? dvn sur dxi, ça tend vers oméga i, fois phi, par passage à la limite. Par passage à la limite, on obtient que l'intégrale sur oméga de V d phi sur dxi, eh bien, le membre de droite, c'est donc moins, il y avait un signe moins, et l'intégrale qui est là, je l'ai écrit ici, c'est l'intégrale sur oméga de oméga i phi, et ceci, quel que soit phi appartenant à d de oméga. Et pour i égale 1, 2, toujours la même histoire. Pour i égale 1, 2. Donc ça veut dire V, il est dans L2, oméga i est dans L2, c'est la limite de dvn sur dxi pour la norme L2, L2 étant complet. Pour la suite dvn sur dxi, on a utilisé la complétude. Et donc ça veut dire que wi, eh bien, c'est la dérivée faible de v, c'est-à-dire c'est dv sur dxi. Donc, on a obtenu de ce fait
que V admet une dérivée faible, il est dans L2, il admet une dérivée faible, des dérivées partielles faibles pour x1 et pour x2, hein, bien sûr. Donc V appartient à H1 de oméga. Et donc, si vous voulez, au début, on avait que Vn tend vers V dans L2, et on avait que d de Vn sur dxi tendait vers WI dans L2. Oui, mais maintenant, on vient de montrer ici que WI, c'est ni plus ni moins que dV sur dxi. Et ça, cette convergence, elle a lieu aussi dans L2 de oméga. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait posé, ce que j'avais rappelé de ce qui concernait cette fin de démonstration. Il fallait démontrer que V est dans H1, mais à partir du moment où V est dans L2 et que V satisfait cette égalité pour I égale 1 et pour I égale 2, donc WI, sont les deux dérivées partielles, dV sur dx1, dV sur dx2, les dérivées faibles dans L2, et autrement dit, ça veut bien dire que V est dans H1. Maintenant, est-ce que l'on a que Vn, maintenant, converge vers V pour la norme H1? Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à écrire. De plus, eh bien, norme de Vn-V, celui qu'on vient de trouver, qui est maintenant dans H1, en norme H1 au carré. Hein, vous voyez qu'il va y avoir de surprises. Hein. Ça va être la norme de Vn-V en norme L2, de oméga au carré, plus la norme de d de Vn sur dxi1 moins, alors tout à l'heure c'était un oméga 1, mais maintenant c'est plus oméga 1, c'est d de V sur dx1 en norme L2 au carré, plus la norme de d de Vn sur dx2 moins dv sur dx2 en norme L2 au carré de nouveau. Et vous voyez, le bonus, c'est que tout à l'heure, je ne pouvais pas écrire de prime abord, j'avais écrit oméga 1, oméga 2. Donc je ne pouvais pas écrire de prime abord que Vn tendait vers V en norme H1. Mais maintenant que je sais que les oméga 1, oméga 2, grâce à ce préambule, ne sont ni plus ni moins que les dérivées partielles faibles dans L2 de la fonction petit v, alors maintenant je peux remplacer, quand je fais l'évaluation de Vn-V, je ne vais pas écrire Vn-V, j'ai exactement en norme H1 les différences entre les dérivées partielles de la suite Vn et les dérivées partielles de cette fonction petit v. Encore une fois, c'est grâce à cela. Alors, vous voyez que c'est banal, parce que du coup, tout est apparent. Ça tend vers 0 depuis le début. Mais maintenant, c'est encore écrit ici, ça tend vers 0, et ça tend vers 0. C'est encore une fois, ce bonus. Et donc, vous avez trivialement que Vn tend vers V. Alors, prenez l'habitude de cette notation en norme H1, quand n tend vers plus l'infini. Je vais dire ce que ça veut dire, hein, je vais le redire. Ça veut dire que limite de norme de Vn-V en norme H1 de oméga, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Bon, c'était au carré, évidemment, si le carré tend vers 0, sans le carré, tout va bien. Ça tend également vers 0, et ceci termine la preuve de ce gros résultat que l'espace H1 de oméga, muni de cette norme et du produit scalaire dont cette norme est issue, eh bien, c'est un espace de Hilbert. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai envie de dire, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous comprendrez pourquoi, je le ferai certainement à la prochaine séance. Eh bien, si on reprenait l'exemple où nous avions réalisé une tentative d'application du terme de l'axe Milgram, maintenant tout est fait, mais pas dans C1 de oméga bar, mais dans H1 de oméga, et tout va bien. Alors, une fois que l'on a établi ce résultat, il y a une remarque très importante concernant les fonctions de H1, puisque rappelez-vous, ce cours est dédié à d'autres propriétés de l'espace H1. C'est pour ça que je ne me lance pas tout de suite sur l'application, qui ne posera d'ailleurs aucun problème, puisqu'on avait tout établi, il manquait juste la structure hilbertienne. Revoyez le cours en question, mais je le referai en détail, et évidemment, je rajouterai d'autres choses. C'est pour ça que j'aurai besoin de plus de temps et que je ne vous le propose pas tout de suite dans ce cours-là. Alors, par contre, remarque, si oméga est un ouvert de Rn et pas de R2, avec n supérieur ou égal à 2.
Eh bien, en général, les fonctions de H1 de oméga ne sont pas continues. Ne sont pas continues. Alors, il y a un résultat important qui est démontré dans ce qu'on appelle le cadre des injections de Sobolev, justement, qui permet de voir ce résultat d'une manière très générale. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre propos, donc ça, je le fais qu'évoquer. Par contre, quand on est dans la dimension 1, eh bien, l'espace H1 de AB, puisque oméga a un ouvert de grand R, maintenant c'est par exemple l'intervalle AB, eh bien, par contre, on a la propriété suivante. Deux points, donc, propriété. Eh bien, H1 de AB est inclus dans C0 de AB. Alors, la preuve. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va dire, on va considérer soit petit u, par exemple, appartenant à H1 de AB. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que U appartient à L2 de AB. Et ça veut dire que U', il n'y a pas de dérivée partielle, c'est la dérivée usuelle à une variable droite, et aussi dans L2 de AB. Alors, il faut quand même avoir la lucidité de comprendre que ici, U', c'est la notion de dérivée faible. C'est-à-dire avec, il n'est pas inutile de l'écrire, eh bien que l'intégrale sur AB de U phi' dx, si vous voulez, U de x phi' de x dx, eh bien c'est moins somme sur AB de U' phi, quel que soit phi, appartenant à D de l'intervalle AB. Et j'insiste pour la énième fois, le U' ici, c'est une fonction appelée la G, qui est associée à la fonction petit u, qui est une fonction dans L2, U' est dans L2, mais ce n'est pas la dérivée habituelle, usuelle. Ce n'est pas la dérivée des fonctions régulières avec le taux d'accroissement que vous connaissez. C'est bien la dérivée faible, d'accord? Donc voilà comment dirais-je, la propriété de ces fonctions de H1 de AB. Question, U appartient-il donc à C0 de AB? C'est bien ça la question. U appartient à C0 de AB. Comment on va atteindre cette propriété? Alors, il faut, de nouveau, ce qui m'importe le plus, au-delà de la technique et de la combinatoire ou la combinaison des différents résultats qui vont conduire au résultat, l'idée de prime abord qui permet de démarrer, il convient de la motiver autant que faire se peut. Vous comprenez bien qu'une fonction dans L2 n'est pas continue. Et donc, si une fonction de H1 a le mérite d'être continue, ça va venir de sa dérivée. Du complément d'information qui est apporté par la dérivée faible de U qui se trouve dans L2. Vous avez une fonction U dans L2, aucune raison d'être continue. Mais oui, mais elle a une dérivée faible, notée U', qui est dans L2. Ça, c'est la cause, certainement, parce que sinon, toutes les fonctions de L2 seraient continues. Eh bien, cet apport qualitatif inhérent à la dérivée faible, il faut quelque part la valoriser. Alors, ça veut dire quoi qu'on va la valoriser? Si on avait des dérivées classiques, je vous rappelle que la primitive d'une fonction continue est dérivable. Ça, c'est très simple, dans le sens classique du terme. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la primitive d'une fonction qui est une dérivée faible? Pourquoi je dis ça? Parce que si on pose v de x
égale somme de A à X de V', de U' de T dt. On a envie de dire que V et U, grosso merdo, c'est à une constante près la même chose. Parce que la primitive de U', bah, c'est U en X moins U en A. Donc en fait, la fonction V et la fonction U, dans cette définition, diffèrent d'une constante additive près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ailleurs, hein, au sens classique, dans cette écriture, on aurait V' égale U'. V' de X, alors ajoutons les choses, égale U' de X sur AB. Qu'est-ce que ça veut dire au sens classique? Ça veut dire que si U' était la dérivée forte, et pas la dérivée faible, ben la primitive de la dérivée forte, c'est la fonction. Oui, mais comme j'ai pris entre A et X, en fait, cette fonction V diffère de U à une constante additive près, vous n'êtes pas étonné, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les deux fonctions diffèrent d'une constante? Ça veut dire qu'évidemment, aussi, leurs dérivées sont égales, au sens classique. Si maintenant je considère cette même fonction avec U' dérivée faible, d'abord, est-ce que je peux le faire? Alors, voyons voir. Donc, premièrement, est-ce que cette fonction V de X a un sens si U' est dans L2? Pas si U' est une fonction dérivée usuelle, au sens que fort, j'ai envie de dire, comme habituellement. Alors, si je regarde la valeur absolue de V de X, c'est la valeur absolue de l'intégrale de A à X de U' de T, dt. C'est inférieur ou égal à l'intégrale de A à X de la valeur absolue de U' de T, dt. Et maintenant, il y a une fonction positive, la valeur absolue. Eh bien, il suffit de dire que, comme ça c'est vrai quel que soit x, c'est majoré quand x est le plus grand. Donc, c'est majoré par l'intégrale de a à b de valeur absolue de U' de t dt. Mais la valeur absolue de U', et moi je veux valoriser que cette quantité est finie dès lors que U' est dans L2. Ben oui, mais si on a cette inégalité, pour faire apparaître l'intégrale de U' carré, qui est la donnée du problème, eh bien, je vais utiliser une fois de plus l'inégalité de Cauchy-Schwarz en valorisant le fait que j'ai le produit de cette valeur absolue de U' par la fonction qui vaut 1. Autrement dit, par Cauchy-Schwarz, on obtient que V de x est inférieur ou égal Cauchy-Schwarz là-bas. Eh bien, vous allez avoir l'intégrale de a à b de 1 au carré dt puissance 1,5 fois l'intégrale de a à b de U' en valeur absolue ou sans valeur absolue au carré de t dt, parce qu'avec la valeur absolue, ça ne change rien du tout, puisque c'est maintenant au carré puissance 1,5. Donc, vous obtenez que quel que soit x appartenant à AB, on obtient que cette fonction v de x en valeur absolue est inférieure ou égale à quoi? Eh bien, à racine de b moins a, norme de U' L2 de AB. Donc, au signe près, V de x est bien défini. La valeur absolue de V est bien définie, puisque ça, c'est fini, vu que U' est dans L2. Et ça, évidemment, racine de b moins a, c'est fini dès lors que l'intervalle AB, mais c'est notre cas à nous, est fini. Sinon, je ne dirais pas l'intervalle, je ne parlerai pas de H1 de AB, mais je dirais H1 de R ou H1 de R+. Donc, si AB est borné, ou l'intervalle ouvert, parce que c'est ce qu'on considère depuis le départ, est un ouvert borné de grand R, alors V est défini sur AB. Pourquoi V est défini? Ben parce que la valeur absolue des valeurs de V de x est majorée par une quantité qui ne peut pas exploser, qui est finie par construction, d'une part par le fait que l'intervalle AB est fini, et d'autre part parce que U' est dans L2. Alors l'intérêt d'avoir maintenant cette définition de cette fonction avec une fonction qui n'est pas U', la dérivée usuelle, mais qui est une fonction dans L2,
une fonction dans L2, on le voit bien apparaître ici. Deuxième question, qu'est-ce que l'on peut dire de cette fonction petit v, dont je vous rappelle qu'au sens classique, c'est-à-dire pour une dérivée usuelle, c'est ça que j'entends par le sens classique, le sens fort on dirait, eh bien on a v' qui vaut u', c'est encore écrit ici. Donc la première question c'est de savoir, 1, est-ce qu'on va avoir au sens faible une égalité du même ordre? Et puis surtout, qu'est-ce que l'on peut dire de cette fonction v? V qui est une primitive de u', c'est-à-dire qui régularise u'. Rappelez-vous que la dérivation perd de la régularité, puisque si vous avez une fonction C2, sa dérivée est C1, donc elle est moins régulière, voilà, très simplement. Et donc le processus inverse est évidemment aussi vrai, c'est si vous avez une fonction d'une certaine régularité, sa primitive est un cran mieux régulière, plus régulière. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, qu'en est-il de cette fonction v de x? Eh bien, par la structure et son écriture possible, parce que nous sommes en dimension 1, on a très simplement la propriété suivante. Quel que soit x appartenant à AB, eh bien, évaluons v de x moins v de x', c'est-à-dire somme de a à x de u' de t dt, moins somme de a à x' de u' de t dt. Oui, mais ça, vous voyez que c'est plus l'intégrale de x' à x, pardon, c'est plus l'intégrale de x' à a de u'. X' à a plus somme de a à x, donc c'est l'intégrale de x' à x de u' de t dt. Et donc, très simplement, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, de nouveau, on a que cette fonction v de x, même si on n'est pas avec des dérivées fortes pour u', mais une dérivée faible, eh bien, v de x, dont on cherche à voir si elle n'est pas égale à la fonction u qui n'est que dans L2 maintenant, mais qui est égale à v à une constante additive près moralement, on va le démontrer, hein, mais en sens faible. Alors regardez ce qui se passe. Eh bien, on obtient maintenant la chose suivante. On obtient que v de x moins v de x' en valeur absolue est inférieur ou égal à quoi? Eh bien, je fais du Cauchy-Schwarz encore une fois. J'ai dit que c'est 1. Hein, je vais, écrivons-le hein, pour enfoncer les clous jusqu'au bout. 1 fois u' de t dt. Je vais supposer que x' est plus petit que x. Parce qu'on ne connaît pas la position relative de x et x', ils sont tous les deux dans AB, quel que soit x', je vais évaluer cette différence entre v de x moins v de x'. Eh bien, vous voyez que v de x moins v de x', quand x' est plus petit que x, ça c'est ni plus ni moins, alors que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de x' à x de valeur absolue de u' de t dt. Hein, c'est comme si vous intégriez de 0 à 1, par exemple. Ben donc, on étudie, on majore classiquement, et on a encore cette intégrale d'une fonction multipliée par 1, exactement comme on l'avait ici. Donc maintenant, je peux terminer quand x est inférieur ou égal à x. J'ai donc v de x moins v de x', qui est inférieur ou égal, alors vous voyez, à racine de x moins x', et puis il va y avoir l'intégrale de x' à x de u', si je garde la valeur absolue au carré, dt, puissance 1,5, hein, ça c'est par Cauchy-Schwarz, toujours. Oui, mais là j'ai une fonction positive, donc je peux majorer ça par racine de x moins x', et là j'ai l'intégrale de a à b, qui est un majorant u' carré, ça suffit d'écrire les choses comme ça, pas la peine de mettre une valeur absolue supplémentaire. Donc, quand x, bilan des courses, donc on obtient que si x' inférieur ou égal à x, on a démontré que v de x moins v de x' est inférieur ou égal à quoi? À racine de x moins x', norme de u' L2 de AB. Alors ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, eh ben, il va être complètement symétrique. Si maintenant x est inférieur ou égal à x', je reprends
la première égalité, j'ai V de x moins V de x', qui vaut toujours la valeur absolue de x' à x de u' de t dt. Eh bien, la valeur absolue, alors il faut faire attention, puisque x' est plus grand que x, donc en fait, c'est évidemment la valeur absolue de l'intégrale de x à x' de la même quantité. Et donc là, je peux, par Cauchy-Schwarz, de nouveau majorer, et là je suis dans le bon ordre, de x' moins x, et puis je vais avoir la norme de u', L2, de nouveau qui va apparaître par Cauchy-Schwarz. On obtient donc que quel que soit finalement x' appartenant à AB, eh bien, V de x moins V de x' en valeur absolue est inférieur ou égal. Alors vous voyez à quoi? À eh bien, x moins x' en valeur absolue, si vous voulez, puissance 1,5, et toujours fois la norme de u' L2. Alors ça veut dire, si vous n'en êtes pas habitué, alors ça c'est L2 de AB, alors ça me permet d'obtenir une propriété très forte pour V. Ça veut dire que V est uniformément continue sur AB. C'est pas qu'elle est continue, elle est encore plus que continue, elle est uniformément continue sur AB. En tout cas, c'est ce qui ressort d'ici. Mais une fonction qui est uniformément continue est continue. D'ailleurs, le théorème de Hein vous dit l'inverse. Mais là, on a obtenu que la fonction est uniformément continue et donc elle est continue. Le théorème de Hein vous dit que sur un intervalle fermé borné, une fonction continue est nécessairement, obligatoirement, uniformément continue. Je vous renvoie à ce théorème. Alors pourquoi on a ça? En effet, V est uniformément continue sur AB si, définition, et on va voir que cette propriété permet de remplir, de valider cette définition, quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que quel que soit xx' appartenant à AB justement, contrôlé par ce delta, c'est-à-dire avec x moins x' inférieur à delta, alors v de x moins v de x' est inférieur à epsilon. Ben vous voyez que si on veut rendre cette quantité, inférieure à epsilon, si on veut rendre cette quantité inférieure à epsilon, il suffit de rendre cette quantité inférieure à epsilon. Donc, si x moins x' puissance 1,5, norme de u' L2 de AB. Pour un epsilon donné, si c'est inférieur à epsilon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins x' puissance 1,5 est inférieur à epsilon sur norme de u' L2 de AB. Donc ça veut dire que cette condition est remplie si je me débarrasse maintenant de la racine carrée. Ça veut dire que x moins x' est inférieur à epsilon 2 sur norme de u' L2 de AB au carré. Autrement dit, ça, c'est ce que je vais poser à delta. Alors maintenant que j'ai construit ce qui m'intéressait, je vais l'écrire comme il faut. On a donc, quel que soit epsilon positif, il existe bien un delta qui vaut epsilon 2 sur norme ou epsilon sur norme de u' L2 de AB au carré, tel que quel que soit xx' appartenant à AB, tel que eh bien, norme de x moins x' soit inférieure à ce delta, eh bien, on a bien, cela implique bien que v de x
moins v de x', dont on sait qu'il est inférieur à x moins x' puissance 1/2, parce qu'on part de cette propriété-là, hein, fois la norme de U' indice L2 de AB, eh bien, si maintenant le x moins x' est inférieur à ce delta, donc ça veut dire que racine de x moins x' en valeur absolue est inférieure à epsilon sur norme de U' au L2, et donc, vous voyez que ça va être majoré par epsilon. Donc ça veut bien dire que V est uniformément continu, donc V est continu. Alors, dernière brique, puisque cette fonction V, dernière brique, et on va sortir le train d'atterrissage. Donc, conclusion de ce point numéro 2. V de x égale somme de a à x de U' de t dt est uniformément continu, donc sur AB, même si U' est la dérivée faible, avec U' qui appartient uniquement à L2 de AB. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, dernière partie, ce qu'il nous faut établir, c'est que finalement V et U, c'est kiff-kiff, et V et U, c'est kiff-kiff, parce que si V, c'est la primitive, que V et U, c'est à une constante additive près au sens faible, on va voir ce que ça veut dire tout de suite, parce que là, V', si je dérive au sens fort, c'est U'. Donc ça veut dire que V et U sont différentes à une constante additive près, je l'ai déjà dit, comme motivation initiale. Maintenant, qu'en est-il de la dérivée faible de V'? Est-ce qu'elle est égale à la dérivée faible de U, c'est-à-dire U'? Eh bien donc, soit phi appartenant à D de AB, on va évaluer l'intégrale de A à B de V phi', alors V de Y, phi' de Y, dy. Donc ça, par contre, c'est l'intégrale de A à B de quoi? De V. Mais V, c'est l'intégrale de A à X. Alors c'est V de Y, donc c'est de A à Y, de U' de T dt, phi' de Y, dy. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est dans le plan avec une intégrale double, comme vous le voyez. On a une intégrale double. On a Y qui varie entre A et B, on va dire. A et B. On va placer la bisectrice, on va placer T. On va placer ici les points A et B du côté de la bisectrice. Donc, je vais faire un dessin aussi clair que possible. Donc là, vous avez T, là, vous avez B, et là, vous avez A. Et là, on a T égale Y. Qu'est-ce que nous dit cette intégrale? Elle nous dit que quand Y est compris entre A et B, un Y fixé, T varie de A, T varie de A à Y. Ça, c'est T égale Y. Je répète, quand Y est compris entre A et B, quand Y est fixé entre A et B, T varie de A à Y. Et puis vous voyez, donc si j'avais pris une autre valeur, on serait là, on serait là. Donc en fait, le domaine d'intégration, c'est ça. Le domaine d'intégration, c'est ni plus ni moins que ça. Et là, j'ai spécifié ce qui se passait. Quand Y est fixé, on a donc un modèle du genre pour l'interprétation de cette intégrale double. Donc si je veux changer l'ordre, il va falloir que je prenne maintenant un... Donc puisqu'on intègre sur ce domaine d'intégration, si je change d'ordre, et on va le justifier par le théorème de Fubini via le théorème de Tonelli d'abord, eh bien si je prends un t qui est ici, le t est ici, et y varie de cette valeur-là, c'est-à-dire y égale t, jusqu'à b. Donc si on peut le justifier, ce que je vais faire ensuite, ça
vous voyez que t fixé, il va être fixé entre A et B. Donc je vais spécifier que c'est t cette fois-ci qui varie entre A et B. Mais enfin bon, on va le voir par l'écriture. Parce que je vais mettre un dt dehors. Et qu'est-ce qui se passe pour y? Eh bien, y, quand t est fixé entre A et B, y varie de t, pardon, quand t est fixé entre A et B, y varie entre t et B. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai du dy. Et en y, j'ai phi' de y. Et évidemment, j'ai u' de t qui sort, qui est constant par rapport à y. Donc, si on peut justifier ça, hein, c'est Fubini-Tonelli, je vais en jeter un mot tout de suite après, mais pour ne pas mélanger les plaisirs, qu'est-ce que l'on a maintenant? Alors maintenant que j'ai inversé dans la mesure du possible, eh bien on va le justifier après. Donc ça c'est l'intégrale de A à B, il y a u' de t, et là c'est la primitive de phi', donc phi, en B moins en T. Mais phi en B est nul parce que phi est une fonction C infinie à support compact dans un ouvert AB. Et je l'ai déjà utilisé cette propriété la semaine dernière, celle d'avant. C'est qu'une fonction C infinie à support compact dans un ouvert est nulle au bord de l'ouvert. Et le bord de l'ouvert ici, c'est A et B. Donc phi, la primitive de phi' en B est nulle. Et donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins phi en T. dt. Donc on a obtenu que l'intégrale de A à B de V de Y, phi' de Y, dy, c'est moins l'intégrale de A à B de U', oh, mettons les notations au même niveau, là, au lieu de mettre T comme variable d'intégration qui est muette, je vais reprendre Y, eh bien on a moins U' de Y, phi de Y, dy, quel que soit phi appartenant à D de AB. Ça veut dire quoi? Avec U', hein, avec, dès le départ, rappelez-vous, U' qui appartient à L2 de AB. Ça veut dire que V, qui est continu, V est continu sur AB, sur AB fermé, V est continu sur AB fermé, ça c'était par l'uniforme continuité. Donc on a que V est dans L2 de AB, évidemment. Si V est continu, son carré est continu, son carré est intégrable sur AB. Mais maintenant on sait que V', c'est ni plus ni moins que U' et qui appartient à L2 de AB. Donc en fait, notre fonction V ici est dans H1 de AB. On a donc V qui appartient à H1. V appartient à H1 de AB. C'est-à-dire que V admet une dérivée faible. Ça veut dire que V' égale U' et U' est dans L2. Donc cette fois-ci, on n'a pas V' égale U' par rapport à cette définition-là au sens fort, par dérivation d'une primitive, d'une dérivée usuelle. On est bien d'accord, c'était la motivation initiale. On a que V' est finalement égal à U' dans L2. Ça veut dire que les dérivées sont égales presque partout, donc les fonctions sont égales également presque partout à une constante additive près. Si vous voulez, on peut écrire aussi de cette égalité-là, puisqu'on a ça, on peut écrire que somme de A à B, je vais enlever les éléments différentiels et les dépendances pour écrire plus compact, de V phi', on vient de voir que c'est moins somme de A à B de U' phi, c'est-à-dire c'est moins somme de A à B, évidemment, de V' phi. Quand j'écris que V' c'est U', c'est U'. Quand j'écris que V' c'est U', c'est ça que ça veut dire. Et donc, pourquoi je vous écris ça avec phi dans D de AB, hein, quel que soit phi appartenant à D de AB. Eh bien donc, qu'est-ce que ça veut dire les deux égalités de droite, hein? Évidemment, ça veut dire que l'intégrale de A à B
Alors vous rassemblez d'un côté ou de l'autre de U' moins V' phi égale à 0, quel que soit phi appartenant à D de AB. Mais U' est dans L2, U' est dans L2, V' par cette propriété ici est dans L2, donc évidemment, vous obtenez que ça étant dans L2 de AB, on a démontré ça un demi-millier de fois, rappelez-vous, par densité de D de AB dans L2 de AB, eh bien on obtient que U' égale V' presque partout dans AB. Pourquoi j'ai fait cette partie supplémentaire? Parce que ici, à partir de là, on obtient bien que V admet une dérivée faible et c'est U'. V admet une dérivée faible, V', et ça vaut U'. C'est la lecture de cette égalité. Donc on a V' égale U' dans L2. Et j'ai dit, ça veut dire que V' égale U' presque partout. Vous auriez pu me dire, mais comment ça se fait? Ben, voilà comment ça se fait. Parce que je réécris ce qui a été obtenu là, et je spécifie finalement que cette intégrale-là, comme j'ai dit que V' c'est U', je respécifie, si vous voulez, le fait que l'intégrale de V phi', j'ai bien montré que c'était moins l'intégrale d'un certain V', qu'on note V', fois phi. Et donc, en rassemblant les termes, puisque U' est dans L2, V' est dans L2, et évidemment, on a U' qui vaut V' presque partout. Ça, c'est un résultat standard. Alors, dernière chose, il nous restait finalement à justifier ce passage-là. Alors, je vous renvoie à la littérature classique sur les intégrales multiples et au théorème de Tonelli et de Fubini. Donc, par le théorème de Tonelli, première chose, U' est une fonction mesurable, parce que U' est dans L2, avant d'être dans L2, elle doit être mesurable. Je n'ai pas trop insisté sur cette dimension-là, n'ayant pas vu avec vous de manière, j'ai envie de dire, exhaustive, au minimum, en quoi consistait la notion de mesurabilité de ces fonctions. Et donc, si je reprends quand même cette propriété fondamentale à partir duquel on bâtit les espaces LP, L2, L1 et donc H1 et puis les autres, U' étant dans L2, U' est d'abord mesurable. Mais si U' est mesurable, valeur absolue de U' est aussi mesurable. Phi', et qu'est-ce que vous voulez, possède toutes les propriétés inimaginables, puisqu'elle est C infinie, donc elle est bien sûr mesurable, et sa valeur absolue aussi est mesurable. Donc, on a une fonction positive qui est valeur absolue de U' fois Phi' à deux variables. Elle est mesurable pour le domaine dans R2, AB croix AB. Le théorème de Tonelli vous permet de garantir que U' Phi' est absolument intégrable. Et à partir du moment où U' Phi' est absolument intégrable, le théorème de Fubini, cette fois-ci, vous autorise à lever le point d'interrogation ici et à procéder au changement d'ordre d'intégration entre la variable ici t et la variable y. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Nous avons finalement démontré deux résultats importants. D'abord que l'espace H1 d'oméga pour un ouvert oméga dans Rn, dans le cas de mon exposé, il était dans R2, mais c'est exactement la même chose dans Rn. Eh bien, l'espace de Sobolev H1 d'oméga pour la norme naturelle constituée des normes dans L2 de la fonction et des dérivées partielles prises dans L2, puisque la fonction admet des dérivées faibles dans L2, eh bien l'agrégation de ces normes dans L2, ce qu'on appelle d'ailleurs aussi en physique des fonctions à énergie finie, je ne l'ai pas dit, mais bon, ça c'est le petit clin d'œil pour nos amis physiciens, eh bien nous avons démontré que cet espace est un espace de Hilbert pour cette norme. Et nous avons démontré un résultat singulier propre à la dimension 1, c'est que l'espace H1 de AB est inclus dans l'espace des fonctions continues sur l'intervalle fermé-borné AB. C'est un résultat très spécifique pour ces espaces de Sobolev, qui n'est pas en général vrai, puisqu'il y a des fonctions qui ne sont pas continues dans l'espace de H1 de oméga, dès que oméga est un ouvert de R puissance n, quand n est supérieur ou égal à 2. Voilà, je m'arrête, c'est vraiment terminé. Protégez-vous, partagez toujours l'existence de nos travaux de cette chaîne avec votre entourage, d'autres étudiants qui peinent par ces temps difficiles. N'hésitez pas à les informer. À très bientôt. Bonne journée.